Ben, écoute, Marie-Catherine, je nous propose de commencer. Ben oui. Je me présente rapidement. En fait, je suis Véronique Langlais. Je suis chargée de projet en transformation numérique chez Québec numérique. Québec numérique, en fait, c'est un regroupement d'individus qui souhaitent vraiment faire grandir et rayonner le numérique par l'organisation d'événements, par la mise en place d'un campus de formation informatique et puis par l'accompagnement à la transformation numérique, entre autres avec le programme 100% numérique, là, dans le cadre duquel on donne le webinaire d'aujourd'hui. Le programme 100% numérique, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative de la Ville de Québec qui a pour but de soutenir gratuitement les commerçants de l'agglomération de Québec en leur procurant en fait là, un programme qui est constitué d'une banque d'heures avec des experts conseils pour les aider à prendre le virage numérique à partir de projets d'impact et donc d'organisation aussi d'événements comme le webinaire de ce matin et aussi de cohortes de co-développement, dont l'une qui va commencer bientôt. Donc, on vous invite à vous y inscrire si vous êtes intéressé. Et quelques petits détails techniques, évidemment, puisqu'on est en format webinaire, ça signifie que les caméras et les micros sont fermés. Donc, on vous invite à poser vos questions tout au long de la formation via le petit portail de discussion, donc via le chat finalement, où on pourra intervenir et poser les questions à Marie-Catherine pour vous. Et donc, sans plus attendre, je te présente Marie-Catherine. Tu es donc analyste, acheteuse et PDG chez Lila Solutions. On est très content de te recevoir avec nous. Tu cumules plus de 6 ans d'expérience dans l'achat et l'approvisionnement en commerce de détail. Ça inclut aussi le e-commerce, évidemment. Donc, tu accompagnes maintenant des entrepreneurs, des acheteurs afin qu'ils adoptent des bonnes pratiques en termes de planification des achats pour leurs entreprises. Tu as vraiment développé ta propre solution finalement technologique qui va aider à automatiser plus de 90% des tâches pour des acheteurs, donc en proposant des plans d'achat précis, puis en permettant aussi d'enregistrer les prévisions de vente pour chaque catégorie. Donc, je pense qu'on va avoir une très, très bonne formation ensemble. N'hésitez pas à poser des questions. C'est le moment de challenger vos stratégies. Donc, je te passe la parole, Marie-Catherine. Parfait, merci beaucoup. Donc, je suis vraiment contente d'être là. Je vais commencer le partage de mon écran. Donc, aujourd'hui, on va discuter ensemble de comment optimiser la planification des achats pour maximiser les résultats de son entreprise. Donc, je suis très contente de vous partager un des sujets qui me passionne le plus depuis que j'ai débuté ma carrière, en fait. Oui, merci beaucoup, Véronique, là, pour ta belle intro. J'aurais pas pu dire mieux. Donc, en effet, je m'appelle Marie-Catherine. J'ai 6 ans d'expérience en achat. J'ai commencé ma formation, en fait, en sortant de l'université. Moi, je suis allée comme acheteuse chez Simons. J'ai ensuite cumulé de l'expérience soit en tant qu'employée ou en tant que consultante, donc chez Surimini, chez Modcheck, chez Club Tissu, chez Céramique L'Entrepôt et Ménino Design, c'est une belle boutique de maillot de bain à Montréal. Donc, je me suis lancée en affaires il y a environ 1 an et demi, après avoir eu le désir immense un peu de, de vouloir partager un peu ce que j'avais développé pour ma propre utilisation quand j'étais acheteuse. Donc, faire une petite parenthèse un peu, qu'est-ce que ça fait un acheteur dans une compagnie de commerce de détail? C'est celui qui est responsable de l'achat donc de surveiller les dizaines de milliers de produits différents qui sont en magasin et de valider que la demande elle est couverte. Donc, le client, quand il rentre dans le magasin, il peut retrouver ce qu'il a envie d'acheter. Et de s'assurer donc, ça, que les achats sont faits au bon moment, que les prix que les produits qui sont affichés sont au bon prix, qu'il y a des bonnes quantités qui sont puis finalement, donc c'est ça qu'on a l'assortiment qui est idéal. Donc, c'est quelque chose, c'est des tâches qui sont très complexes, qui peuvent prendre beaucoup, beaucoup de temps dans une semaine. Puis moi, j'ai simplement décidé d'automatiser la plupart des étapes avec une solution sur Excel qui était connectée avec les systèmes en place. Donc, on éliminait énormément de double saisie, d'extraction manuelle de données, de construction de rapports. Donc, quand j'ai eu en main, en fait, quand j'ai développé ce beau produit, je me suis dit, il faut que je le partage à d'autres personnes parce que je ne suis vraiment pas la seule qui avait cette problématique-là. Donc, c'est un petit peu comme ça que Lila Solutions est née. Je
pourrais vous en parler un peu plus tard dans le webinaire, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer un peu sur les méthodes d'achat que moi, j'ai appliquées et que je continue de faire appliquer dans des compagnies pour être certain que les résultats sont vraiment au rendez-vous. Donc ici, voici, on a une petite quote que j'aime vraiment beaucoup qui définit un peu la planification des achats. Donc, c'est gérer les stocks et les approvisionnements en se basant sur une étude et une prévision de la demande. Donc, il s'agit d'anticiper un volume de vente prévisionnel et de calquer votre approvisionnement sur cette prévision. L'objectif est d'avoir un inventaire qui est suffisant pour satisfaire la demande. Donc, quand on parle d'un inventaire suffisant, on essaie le plus possible d'éliminer les ruptures de stock et les surplus de stock, parce que dans les deux cas, en fait, l'entreprise peut être pénalisée au niveau de l'argent un peu. Les conséquences d'une mauvaise planification ou d'une planification des achats qui serait en fait inexistante dans une compagnie, c'est bien sûr la diminution des revenus, les retards de livraison, des excès d'inventaire ou rupture de stock, qui mènent à une baisse de la marge et l'augmentation des rabais donnés. Dans le cas où on serait en surplus de stock, il faut absolument trouver des méthodes pour la liquider. Donc, on vient souvent, très souvent, donner des rabais qui diminuent la marge, mais aussi une compagnie qui aurait trop de stock va perdre plutôt de son profit parce qu'il va devoir entreposer cette marchandise-là, très souvent engager de la main-d'œuvre pour avoir à traiter cette marchandise-là. Donc, c'est des coûts qui s'accumulent. Puis, donc, c'est ça, finalement, les coûts d'exploitation qui sont élevés, le salaire, l'entreposage, le loyer, le transport. Donc, on a vraiment tout intérêt à un petit peu mettre notre chapeau de magicien et d'anticiper exactement quelle va être la réelle demande dans mon magasin, puis comment je devrais m'ajuster au niveau de mon offre de produits. Il y a deux types d'approvisionnement. Donc, on a un approvisionnement qui, le premier, on achète un produit qui est fini chez le fournisseur. Puis, le deuxième type, c'est la production en usine. Donc, dans l'option numéro 2, imaginons un fabricant au Québec qui fait faire ses produits, par exemple, une équipe de designers à l'interne, qui décide on va faire tel produit. Donc, ensuite, on envoie le bon d'achat en usine. Ça peut prendre jusqu'à 10 mois avant de recevoir le stock. Donc, c'est là où c'est crucial de savoir à l'avance comment, en fait, faire ses achats. Puis, d'anticiper. Donc, c'est vraiment intéressant et complexe de dire, dans 10 mois, 1 an, qu'est-ce que mon client va vouloir. Donc, c'est là où il faut vraiment utiliser des créativités, mais surtout d'être super bon avec l'analyse de ces données et de comprendre l'historique des résultats dans sa compagnie. Donc, on a des défis d'approvisionnement qui sont quand même assez particuliers en 2023. On a une situation qui est assez complexe. On est présentement dans une récession. Les coûts sont élevés, les coûts US sont élevés. Donc, ce qui veut dire que les coûts de production et de transport vont être élevés, les coûts de matières premières. Il y a des délais et incertitudes des arrivages. On a beaucoup de fournisseurs qui sont en rupture de stock, donc qui font en sorte qu'en fait, que le marchand va également souffrir de cette rupture de stock. On est dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est assez difficile pour plusieurs compagnies en ce moment. Il doivent utiliser encore une fois de créativité pour que le travail se fasse bien, mais d'une façon qui est à ce moment-là plus automatique, plus optimisée. C'est là où ça devient super intéressant d'utiliser des outils automatisés d'achat. Puis, donc, l'augmentation du dollar de l'US, puis un comportement du consommateur qui est changeant. Donc, on l'a vu aussi pendant la pandémie, après la pandémie, c'est un consommateur qui a de plus en plus envie d'encourager le local, qui de plus en plus envie d'acheter sur le web. Donc, ces comportements d'achat ont changé. Donc, il faut savoir s'adapter à ça. J'ai listé ici les 5 grands principes clés pour la planification des achats. Donc, un, ce serait bien cerner le besoin. Donc, de comprendre c'est quoi exactement que mon client veut et à quel moment il le veut. 2, comprendre les liens de cause à effet. Donc, un peu de comprendre quand j'ai fait telle action marketing, quand j'ai fait telle action par rapport à un produit, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, on va pouvoir en discuter un peu plus loin, mais ça fait, par exemple, partie de ça,
de tester des périodes de rabais de promotion qu'on a fait, de tester des augmentations de prix, de tester de la marchandise. Donc, c'est un peu de ça, puis que vous deveniez maître de savoir, quand je fais une action X, je sais que ça va donner le résultat Y. Donc, ensuite, c'est étudier les tendances dans la demande. Donc, on a établir des prévisions de vente, qui est un rôle qui est très, très clé chez l'acheteur ou l'analyste aux achats. Puis finalement, de décortiquer son budget d'achat parfaitement selon la demande. Donc, une fois qu'on maîtrise ces 5 étapes-là, je vous dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui peut maintenant arrêter un acheteur. Puis les résultats sont assez garantis à ce moment-là. Donc, si on débute par les premières étapes de la planification des achats, ce serait d'analyser les performances passées de sa compagnie. Puis, je vais vous arriver avec quelques petits exemples, puis des situations que j'ai vécues en tant que consultante où je vois que le client, par exemple, a des réflexes qui sont peut-être pas nécessairement optimales pour arriver avec des bons résultats. Avant ça, j'aimerais un petit peu expliquer le rôle des achats dans une compagnie. Moi, je le mets central. Puis peut-être que j'ai un parti pris, peut-être que je suis biaisée parce que j'adore le domaine des achats, mais en fait, le domaine des achats, l'acheteur va toujours être en discussion avec le département des finances pour faire approuver ses budgets d'achat. Et va constamment être en train de discuter également avec la production pour dire j'ai analysé telle vente et on devrait faire produire tel produit. Donc, production et produit viennent très collés à ce moment-là. Ensuite, bon, l'acheteur doit toujours analyser qu'est-ce qui se vend bien, qu'est-ce qui se vend pas bien et communiquer au marketing certaines catégories de produits que l'acheteur dit on devrait fronter, par exemple, cette catégorie-là sur le site web ou en boutique, mettre ces produits-là, par exemple, de la vente quand le client rentre, parce que, un, c'est quelque chose qui est tendance, ou parce que deux, il y a beaucoup de stock, il y a beaucoup d'inventaire, puis il faut qu'on essaie de découler cet inventaire-là. Donc, il y a moyen aussi que l'acheteur demande au marketing justement de mettre de l'avant certaines catégories de produits. Donc, d'où le concept que le rôle de l'acheteur est assez central dans une compagnie. Puis, j'aime quand même souvent bien distinguer l'étape de planification des achats avec l'approvisionnement. Selon moi, les étapes de planification des achats s'arrêtent à l'étape 6 ici, donc au milieu, qui est d'évaluer la quantité et le prix de vente. Donc, on commence par analyser les ventes, on planifie, on détermine des objectifs, on décortiquer le budget, on détermine quel sera l'assortiment idéal, puis on évalue les quantités et prix de vente. Puis après ça, tout ce qui est l'étape de sélectionner le fournisseur, négocier les prix, envoyer le bon d'achat, jusqu'à la réception et le paiement, c'est très souvent une deuxième personne qui fait ça dans une compagnie, tout dépendant bien sûr du format de la compagnie, mais normalement, il va y avoir un planificateur des achats, puis un analyste à l'approvisionnement ou un coordonnateur qui bien sûr est en communication toujours constante avec le planificateur des achats. Mais mon expérience à moi s'arrête à l'expérience 6, à l'étape 6, pardon. Donc, c'est vraiment l'art de bien préparer son année, sa saison, pour qu'ensuite, les résultats de la compagnie soient vraiment optimaux. Donc, dans l'étape d'analyse, on va le décortiquer en quatre sous-étapes plutôt. Donc, on a de l'analyser les résultats globaux versus la dernière année. Donc, d'analyser mon année, par exemple, 2023 avec mon année 2022, voir qu'est-ce qui ressort, est-ce que je suis en augmentation, en diminution. Une fois qu'on a fait ça, on veut savoir par catégorie comment que ça s'est passé. On a ensuite les bons et non, quelque chose Puis, est-ce que j'ai des actions qui doivent être répétées ou bien simplement des actions que je dois ne plus refaire dans la prochaine année? Allons-y avec un exemple assez simple d'une analyse à la fin de l'année.
Donc, ça, normalement, c'est quelque chose que vous devriez voir dans vos analyses de fin d'année, donc vos résultats de vente, votre marge et votre marge en pourcentage. Vos achats totaux dans l'année, c'est quelque chose qui est très intéressant et important d'analyser. Donc, combien j'ai acheté pour être capable de faire ces ventes-là. Puis, moi, ce que j'aime vraiment bien rajouter, c'est combien avec combien d'inventaires j'ai débuté mon année, puis avec combien d'inventaires je suis restée à la fin. C'est un autre facteur qui est très, très important parce qu'on peut avoir, bien sûr, fait des ventes qui sont super satisfaisantes, mais si à la fin de l'année, il me reste 50 de mon inventaire, il y a eu des erreurs d'achat qui ont été faites, c'est certain. Donc, par exemple, cette situation-là, le client, on voit ici, qui en 2023 aurait fait 850 000, dans son année 22, 775 000. Donc, c'est une très belle augmentation de 10 Par contre, quand on regarde la marge, on voit qu'il n'y a pratiquement aucune augmentation. Cela peut signifier deux choses. Soit que les coûts ont augmenté, ou bien qu'il y a trop de rabais qui ont été donnés. Parce que si je reviens, en fait, une marge, c'est vraiment en fait de savoir, une fois que ma vente a été faite et que j'ai payé mes vêtements ou mon produit, en fait, qui est sur que je vends, combien d'argent il me reste. Donc, si tu restes le même argent que l'année d'avant, mais que tu as fait 75 000 de plus, c'est correct, ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut simplement exactement vouloir dire probablement qu'il y a trop de rabais qui ont été donnés. Ça veut dire que ma marge a diminué et où les coûtants du fournisseur ont augmenté, puis que je n'ai pas augmenté mon prix vendant avec la même proportion. Deuxième observation dans cette analyse-là, on voit en fait que dans mon année 2022, mon inventaire de fin d'année, je suis restée avec 225 000. Normalement, c'est un montant d'inventaire qu'on ne devrait pas racheter la deuxième année. Donc, on devrait le plus possible dire ce 225 000-là me sert comme un budget d'achat. Par contre, en fait, le client avait acheté 1 million en 2023, est resté pris avec 225 000 à la fin. Et l'année suivante, il visait une augmentation de 10 de ses ventes, donc il a fait une augmentation de 10 de ses achats, mais il a oublié qu'il y avait déjà son 225 000 qui restait à la fin de l'année. Ça arrive très, très souvent. C'est très fréquent dans des compagnies qu'on ignore simplement l'inventaire qui reste à la fin de l'année. Ça fait que année après année, on cumule les résultats. On cumule beaucoup de stocks. Donc, ici, dans mon portrait résultat 2023, on est resté avec 35 d'inventaire qui commence à être quand même assez élevé pour une compagnie qui est dans du saisonnier. Si c'est bien sûr une compagnie qui ne veut jamais manquer de stock, qui est toujours sur des produits en repeat, des produits permanents, c'est un portrait qui peut être un peu différent. On pourrait interpréter ce résultat-là d'une façon différente. En fait, là, on était dans l'analyse à très haut niveau, qui est le résultat global de la compagnie. Maintenant, on y va avec l'analyse qui est par catégorie. Donc, on vient un petit peu segmenter le 850 000 de ventes ici. Il s'est produit dans quelle catégorie? Puis, on veut savoir un peu quelles catégories qui ont été les plus performantes, lesquelles qui ont été les plus payantes, puis avec lesquelles je suis restée avec un peu trop d'inventaire. Donc, ici, c'est en effet, encore une fois, quelque chose que vous devriez analyser, c'est les ventes. Le ratio de ces ventes-là. Donc, ici, par exemple, on voit que 47 des ventes ont été faites dans la catégorie 1, 29 dans la catégorie 2. Ensuite, on veut, encore une fois, analyser ma marge en pourcentage, mes achats, mes inventaires restants et mon taux résiduel. Donc, on voit exactement, encore une fois, les mêmes KPIs, si on veut, qui ont été analysés, mais maintenant par catégorie. Ici, bien sûr, ce qu'on voit, c'est que la catégorie avec les meilleures ventes est la catégorie 1. Par contre, c'est la catégorie avec la moins bonne marge en pourcentage. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même envisager de comprendre pourquoi j'ai une catégorie qui a moins de marge en pourcentage, mais ça peut ne pas être négatif, ça peut même être voulu dans votre stratégie. Ensuite, la catégorie avec la meilleure marge est ma catégorie numéro 2, avec 62 de marge, qui est vraiment excellent pour un commerce de détail. Mais par contre, c'est la catégorie qui a eu le plus haut taux résiduel à la fin de l'année. Donc,
c'est quand même intéressant de se dire, si j'ai ma catégorie, par exemple, des manteaux, puis je les achète à 50 puis je suis capable de les revendre à 150 donc on a une très bonne marge ici. Mais si tu es juste capable, encore une fois, d'en vendre la moitié dans ton année, c'est pas nécessairement une catégorie qui est performante. Donc, il faut vraiment tout intégrer ça ensemble pour être capable de déterminer quelle catégorie est la plus performante. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant de vous donner cet exemple-là pour qu'on voit un peu l'analyse d'une façon avec un peu plus de recul. Finalement, la troisième étape de l'analyse, c'est d'analyser les bons ou les mauvais vendeurs. Il y a des méthodes classiques qui peuvent être faites dans une compagnie. Tout le monde est un peu familier avec la loi de Pareto, là. Donc, on dit très souvent qu'une entreprise qui est performante, il va y avoir 20 de son inventaire qui va très souvent être responsable de 80 des résultats de la compagnie. Donc, c'est un exercice qui est très, très amusant à faire, qui peut être très surprenant. Donc, ça m'est arrivé dans à peu près chaque compagnie dans laquelle j'ai travaillé, vraiment de faire cette analyse-là. Donc, on veut savoir, par exemple, vous avez fait 500 000 dans l'année, vous voulez savoir quels 20 de produits qui ont résulté de 80 de cette compagnie, de ces ventes-là. Puis, bien sûr, une fois que vous avez fait cet exercice-là, les 20 de produits, retenez-les par cœur. C'est votre vache à lait, là, dans le fond, c'est vraiment ceux que vous savez que vous ne voulez jamais, jamais manquer. Donc, ils doivent avoir votre attention très, très particulière tout au long de l'année. Puis finalement, vous pouvez simplement faire un exercice qui est de calculer la moyenne de vente d'un produit. Puis ensuite, tout ce qui se retrouve au-dessus de cette moyenne-là sera un bon vendeur. Ce qui se retrouve en dessous de cette moyenne-là serait un mauvais vendeur. Moi, j'ai envie de pousser ça un peu plus loin. Puis c'est une méthode que j'inculque très souvent dans les compagnies dans lesquelles je travaille, qui est d'analyser vos top flops lorsque vos produits ne sont pas en rupture de stock. Donc, en fait, c'est quand même assez intéressant de dire qu'à la fin de l'année, on va avoir analysé tous nos produits, mais on oublie, on ignore que ces produits-là, à plusieurs moments dans l'année, ont peut-être été en rupture de stock. Donc, vous allez peut-être les interpréter comme un mauvais vendeur, mais qu'en fait, si vous aviez acheté exactement la quantité de la demande de votre produit, peut-être que ce produit-là aurait pu être vraiment votre meilleur vendeur. Un petit truc pour moi, c'est d'analyser pour chaque produit les ventes des 8 premières semaines. Donc, quand mon produit est arrivé sur le plancher, les 8 premières semaines de vente, je les enregistre, je les calcule. Par exemple, que c'est 50 ou 100, ça va devenir mon facteur de comparaison avec les 8 premières semaines de vente de chacun des autres produits. Donc, voici un petit exemple d'une analyse des ventes à 8 semaines. Ici, je vous ai fait un exemple de quelques différents produits qui ont ici des ventes cumulées en 30 semaines. Donc, par exemple, mon T-shirt 10 011 aurait eu 950 unités vendues dans toute la durée de vie de ce produit-là. C'est mon meilleur vendeur, donc il est au rang 1. Par contre, ces ventes à 8 semaines, donc quand il était, par exemple, quand je vous compare que les ventes à 8 semaines, ça veut dire que les ventes ne sont pas en retour de stock, vous pouvez peut-être vous imaginer que dans votre compagnie à vous, c'est peut-être plus à 4 semaines, à 6 semaines. Donc, l'idée est de se dire, quand mon produit est arrivé sur mon site web ou sur le plancher, il y a de fortes chances que dans tous mes magasins, puis que dans toutes mes tailles, j'étais bien stocké. Donc, quand que mon produit était bien stocké, ici, j'en ai vendu 600, qui rend mon produit finalement en troisième position. Donc, vous voyez quand même, c'est super intéressant de voir qu'au total, il est en première position, mais que quand il n'est pas en retour de stock, il est en troisième. Pourquoi? Parce que ma chemise 13001 ici, à la fin, en fait, celui-là, on a vendu 700 dans les 8 premières semaines, donc il va venir battre à plat de couture, en fait, mon T-shirt. Et le pourcentage vendu après ces 8 semaines-là, très, très intéressant aussi à venir analyser. Par exemple, dans mon premier T-shirt, ma première ligne,
63 de mes ventes, en fait, 63 étaient écoulés après 8 semaines, tandis que mes 2 derniers produits, ma chemise et ma camisole, ceux-ci étaient en fait écoulés à 93 Ça veut dire qu'en 8 semaines, j'ai pratiquement vendu la totalité de ces produits-là. Imaginez si on avait acheté le double ou le triple en achat, peut-être que ça aurait vraiment devenu des runners un peu dans la compagnie. Ce que j'aime vraiment bien faire, puis qui est un peu moins fréquent dans les compagnies, finalement, c'est la 4e étape qui est d'analyser les bons et les mauvais coups. Donc, c'est vraiment le temps de s'asseoir ensemble avec l'équipe de direction de tous les départements, puis d'essayer de se remémorer qu'est-ce qu'on a fait comme bon coup cette année, qu'est-ce qu'on a fait comme action marketing, est-ce que j'ai acheté une nouvelle ligne de produits, donc, et d'écrire ça parce que parfois le cerveau a tendance à oublier, puis l'année suivante, vous allez peut-être avoir tendance à peut-être répéter certaines actions d'achat que vous avez faites. Par exemple, vous êtes habitué d'acheter toujours 1000 divans dans une certaine catégorie de produits et que vous avez oublié que finalement, cette catégorie-là est arrivée, vous étiez pendant un mois en rupture de stock. Donc, c'est important de réajuster, de dire l'année prochaine, je vais en acheter un peu plus ou simplement, en fait, faire arriver mes produits à l'avance. Donc, les exemples ici que j'ai donnés, c'est, donc, comme l'exemple que je viens de donner, c'est si une catégorie de produits est arrivée en retard, c'est vraiment intéressant de venir se le remémorer. Ça peut être aussi par rapport à la météo. Si vous vendez des produits qui sont saisonniers, par exemple des maillots de bain, puis qu'au mois d'août, comme cette année, on a eu 20 jours de pluie, puis que vous regardez l'année d'après, puis vous dites, mon Dieu, on n'a donc même pas fait un bon mois d'août, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, rappelez-vous, il y a eu 20 jours de pluie, les gens n'achètent pas de maillot quand il pleut. Donc, c'est un petit exemple un petit peu comme ça que vous pouvez essayer de vous imaginer dans votre industrie à vous, quel genre d'exemples peuvent être appropriés. Donc, si vous étiez bien sûr en rupture de stock pour un certain produit, si vous avez lancé une nouvelle ligne, lancé un nouveau produit, ça peut tout avoir des impacts sur vos ventes, puis vous voulez vous rappeler de ça. Donc, créez-vous simplement là, des calendriers comme ça avec tout ce que vous pouvez vous remémorer, puis enregistrez ça pour que ça fasse partie de votre plan d'achat année après année. Donc, maintenant, on va tomber dans les prévisions de vente. Une fois qu'on a fait toute une belle analyse précise comme on vient de faire, on est normalement prêt à essayer d'estimer l'année prochaine ou mon prochain mois combien de ventes je devrais être capable de faire. Première étape avant en fait de déterminer les prévisions de vente, ça va être de s'asseoir avec l'équipe marketing puis de dire qu'est-ce qu'on a envie de faire comme promotion ou comme vague de rabais cette année. Puis ça va être quoi les dates? Par exemple, un Black Friday, il y a plusieurs compagnies qui, de plus en plus, Black Friday dure tout le mois de novembre. Est-ce que c'est quelque chose, une pratique qu'on veut adopter ou pas? Ou c'est simplement, on veut faire un rabais pendant le 4 jours de fin de semaine du Black Friday. Tout ça va avoir un impact quand même assez majeur sur vos ventes et sur votre taux de rabais. Est-ce que vous avez des ouvertures de magasins qui sont prévues? Est-ce que vous prévoyez intégrer une nouvelle ligne de produits que vous n'avez jamais eue? Puis, vos grands arrivages, par exemple, des arrivages de votre catégorie 1, 2, 3, à quelle période on veut les faire arriver? Puis, donc, en ayant ça en main, vous êtes beaucoup plus outillé à savoir quelles devraient être en fait les ventes projetées dans les prochaines années. Ce que j'aime vraiment faire et ajouter dans mes objectifs de vente, là, je l'ai écrit ici, c'est d'estimer les ventes que vous auriez faites l'année dernière si vous n'aviez jamais été en rupture de stock. Donc, c'est un exercice qui est un petit peu complexe à faire. C'est de savoir pour chaque produit qui sont, par exemple, arrivés en retard ou bien que le délai entre les périodes de réapprovisionnement ont été trop longues. Donc, j'étais en rupture de stock. Donc, ça peut être un produit qui, vous voulez toujours en acheter, mais qu'en 2 périodes d'achat, vous avez eu un creux, qui ce produit-là, vous en avez manqué, ou cette catégorie-là, vous en avez manqué. Essayez d'estimer ça a représenté combien d'argent. Puis, finalement, donc, de rajouter ces ventes-là dans vos prévisions l'année prochaine et dans vos achats.
Donc, allons-y avec un exemple. Vous allez peut-être un peu plus comprendre le concept que j'ai essayé d'expliquer. Ici, c'est une compagnie qui, par exemple, est en train de vouloir faire ses prévisions de vente pour l'année prochaine en se basant sur ses ventes l'année dernière. Donc là, ici, c'est une compagnie qui aimerait faire environ 13 d'augmentation au global. Donc, mois par mois, va essayer de faire un 10 à 15 d'augmentation, tout dépendant, pour arriver avec un 13 à la fin. Donc, on regarde simplement les résultats de l'année passée, puis on estime que l'année prochaine, on va faire un 13 supplémentaire. Par contre, il y a un petit hic avec ça, c'est qu'on a oublié, donc c'est la partie d'en haut, de regarder, j'ai réussi à faire ces ventes-là, mais j'avais combien en inventaire au moment de faire ma vente. Donc ça, c'est tout dépendant de votre système informatique, c'est quelque chose qui est quand même assez facile de calculer ou de retrouver comme information dans votre système. Donc ici, par exemple, j'ai commencé mon mois de janvier avec 500 000 d'inventaire, que j'ai été capable de faire 150 000 en 2023. Puis, mettez-vous toujours une ligne de comparaison qui est dans un monde idéal, cette compagnie-là aurait toujours 400 000 d'inventaire cible. Donc, ça veut dire que dès qu'elle est au-dessus de 400 000, on pourrait suggérer qu'elle est en overstock. Puis quand elle est en dessous, par exemple, ici, dans mon mois d'avril et mon mois de mai, je suis à 300 000, 225 000, mais mon inventaire cible est toujours à 400. Donc ici, ça veut dire que j'étais probablement en rupture de stock, soit dans certaines variantes d'un produit, dans certaines couleurs, dans certaines tailles ou dans certains magasins. Donc, normalement, ici, on devrait voir une baisse au niveau des ventes. Puis, en effet, c'est ce qu'on a vu que le mois d'avril et mai dans cette compagnie-là, c'était les 2 mois des plus bas de l'année. Donc, ici, l'acheteur, ce qu'il est venu faire, c'est qu'en regardant les ventes passées, il est venu un petit peu grimper le mois d'avril et le mois de mai en disant, j'ai tellement été en rupture de stock dans ces mois-là que je suis à peu près certain que je suis capable au moins de faire le double en vente et de diminuer peut-être un peu mon mois de juin. Donc, c'est intéressant parce que cet exemple-ci, au lieu de faire 13 d'augmentation, on serait plus sur une augmentation de 26 Puis, ça, très souvent, c'est des prévisions qui doivent être confirmées et approuvées par le directeur des finances. Donc, soyez pas gênés, puis montrez un peu, démontrer comment que il y a une corrélation entre les niveaux d'inventaire de début de mois et les ventes qu'on est capable de faire à ce moment-là. Ensuite, ben, pour vos objectifs de vente, ça va être de répéter exactement ce qu'on vient de faire, mais pour chacune de vos catégories de produits. Puis, en fait, la deuxième chose qu'on va venir faire, c'est de faire vos objectifs de rabais. C'est peut-être quelque chose qui vous est pas du tout familier. Ce n'est pas une pratique non plus qui est très courante, mais vous voulez en fait regarder combien de rabais vous donnez à chaque mois et en analysant vos historiques. Et vous voulez en fait déterminer et indiquer à votre système à l'avance que pendant vos grandes périodes de rabais, vous allez faire des réductions de prix parce que ça a une grande incidence sur vos ventes et les unités qui sortent en fait, de votre inventaire. Donc, estimer quel pourcentage du stock sera vendu à rabais et à quel pourcentage à rabais. Donc, d'essayer d'anticiper ou de prédire quel taux de rabais je vais donner l'année prochaine, ça peut être quelque chose qui est assez complexe ou même ça semble abstrait. Comment faire pour savoir que dans tout mon mois, je vais arriver avec, par exemple, 40 de rabais si j'ai juste eu 2 fins de semaine avec du stock à 50 Ça, c'est quelque chose que, à force de faire des tests, à force d'analyser vos différents résultats année après année, vous allez être en mesure de savoir qu'est-ce qu'une promotion, par exemple, d'une semaine a comme impact sur votre taux de rabais global à la fin du mois. Donc, si on reprend notre même tableau de tout à l'heure, je suis venue ici rajouter mes 2 lignes à la fin. Donc, j'ai mes résultats de rabais 2023. Donc, on est sur entre 10 et 15 entre 8 et 15 plutôt à chaque mois.
Vous voyez que, encore une fois, dans mon mois d'avril-mai, qui étaient mes 2 mois qui étaient les plus bas et que j'avais moins d'inventaire, l'acheteur a donné moins de rabais pour ces mois-là parce que plus on donne des rabais qui sont élevés, plus l'inventaire, plus on écoule de l'inventaire. Mais si tu ne peux pas te permettre d'écouler l'inventaire parce que tu es en rupture de stock, on va diminuer au minimum, en fait, les taux de rabais qu'on va donner. Par contre, comme vous voyez dans la ligne verte, rabais projeté 2024, en avril et mai, on avait prévu environ, en vente, on veut pratiquement doubler. Donc, on va venir peser sur le crayon sur les rabais pour cette année-là, pour ces 2 mois-là, pardon. Oui, donc j'ai donné mon indication avant la diapositive, là, mais l'année passée, nous ne pouvions pas donner beaucoup de rabais en avril et mai en raison du bon inventaire, du bon niveau d'inventaire. Donc, on va se reprendre en 2024. C'est exactement ce que je vous ai expliqué ici. Normalement, une fois que vous avez fait, je reviens ici à mon image, une fois que vous avez fait ce genre de rapport, vous n'en rendez pas nécessairement compte, mais vous êtes en train de construire un Open to Buy, qui est un outil qui est très, très, très essentiel et utile à la prévision de son pouvoir d'achat, donc de son budget d'achat. Donc, un pouvoir d'achat, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est vos ventes nettes planifiées plus vos rabais planifiés. Ça vous donne normalement, ces deux ensemble, vos ventes brutes qui sont planifiées. Donc, plus votre inventaire souhaité à la fin de la période. Vous vous rappelez que ici, inventaire souhaité, ce serait mon inventaire cible, moins mon inventaire réel de début de la période, moins mes achats à venir. Ça vous donne votre pouvoir d'achat. Donc, vous pouvez vous noter cette formule-là que je vais tenter un petit peu d'expliquer plus en détail. Ici, j'ai mis un astérix sur mon inventaire réel de début de période parce que vous allez devoir ajouter une autre ligne à votre tableau qui est en fait de comprendre l'inventaire réel de début de la période. Comment qu'on fait pour le trouver? C'est que vous prenez vos inventaires aujourd'hui, moins les ventes prévues de la fin de l'année, plus vos achats à venir. Donc, vous êtes capable, normalement, en tout temps, de savoir dans 12 mois, je devrais terminer mon année avec combien de niveaux d'inventaire. Donc, c'est celui-là ici qu'on veut rajouter à notre formule. Une petite chose que je ne vous ai pas mentionnée, vous vous en êtes rendu compte dans chacun de mes tableaux, mais je parle toujours de mon pouvoir d'achat, en fait, je le parle toujours en dollars. Tous les chiffres que vous avez vus sont toujours en dollars vendants. Donc, vous avez vu mes niveaux d'inventaire, je les calcule en dollars, mes ventes, mes marges et tout. Puis, en fait, pourquoi? C'est parce que le client est sensible au prix. Donc, le client, s'il y a 100 ou 200 dollars de budget dans votre magasin, c'est de savoir, avec ce 200 dollars-là, il est capable de sortir avec combien d'unités? 5 unités, 4 unités? Puis, si vos prix augmentent, ce 200, moins le client est capable de ressortir avec le même nombre d'unités. Donc, c'est pour ça que je suis toujours en dollars, puis on va rajouter à mes projections en dollars, bien sûr, les rabais. Donc, c'est ça, vous avez normalement un Open to Buy que vous pouvez vous servir. En fait, je vous suggère fortement d'utiliser pratiquement quotidiennement, mais ou bien au minimum à chaque semaine, d'analyser vos résultats de vente et d'analyser vos inventaires et vos réceptions et vos achats. Donc, avec un Open to Buy qui est exactement comme je vous ai montré, segmenté par mois. Puis ensuite, on va les catégoriser avec les différentes inventaires, réceptions, ventes. Puis, on peut venir rajouter aussi différentes années d'historique pour pouvoir comparer comment les résultats vont bien dans ma compagnie. Un Open to Buy, c'est un plan financier d'achat qui a deux principales utilités. Donc, l'analyse et la prévision. Donc, c'est vraiment simplement ce qu'on a vu tout à l'heure dans les exemples que je vous ai donnés. L'analyse donc, permet de passer en revue les performances de la compagnie, vente, marge, inventaire, taux d'écoulement, et permet une prise de décision rapide quant aux actions à entreprendre pour s'assurer de suivre les objectifs de vente. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez idéalement le regarder soit à chaque jour ou à chaque semaine pour être certain que vous vous alignez
pour coller vos prévisions de vente, vos objectifs de vente. Puis finalement, bien, la prévision, c'est vraiment ce qu'on a fait tout à l'heure. L'OTB sert à connaître son pouvoir d'achat pour les futures commandes. Il aide le détaillant à stocker la bonne quantité de bons produits au bon moment en montrant la différence entre la quantité de stock nécessaire et la quantité disponible. Puis donc, un open to buy, l'idéal, c'est d'en avoir un qui est dynamique. Là. Donc, vous avez, par exemple, un filtre en haut que vous pouvez changer de catégorie. Les résultats, ils changent. Moi, c'est ce que j'offre, par exemple, dans mes services de consultation. Je développe des produits, des open to buy qui sont automatisés. Si vous ne voulez pas vous n'êtes pas encore à cette étape-là, c'est simplement avoir un open to buy, en fait, plutôt différents open to buy. Donc, un qui vous serait pour le global, ensuite un par catégorie de produits que vous pouvez mettre à jour manuellement à chaque semaine ou à chaque mois. Une fois qu'on a déterminé notre pouvoir d'achat global avec la formule que je vous ai montrée tout à l'heure, il faut maintenant le décortiquer avec exactement la bonne proportion qu'on pense que le client est prêt à acheter. Puis on va utiliser une méthode efficace là, pour le décortiquer. Ce qui est vraiment, vraiment important de savoir, c'est que la proportion de vos achats égale la proportion de la demande. Puis la proportion de la demande, c'est un petit peu comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, vos ventes lorsque vous n'êtes pas en rupture de stock. Puis vous vous rappelez tout à l'heure comment c'est différent quand je vous montrais les résultats globaux versus les résultats à 8 semaines. On avait finalement des catégories de produits qui étaient top 1 et top 2, alors que dans un monde normal où est-ce qu'on aurait juste analysé le total, c'était les produits qu'on pensait qui étaient les moins bons vendeurs. Donc, décortiquer son pouvoir d'achat, encore une fois. Donc, par exemple, ici, dans ma catégorie des hauts, l'OTB va me dire que j'ai 250 000 $ à acheter. Il va vous rester, vous, ensuite, à simplement calculer dans mes hauts pour, par exemple, mes t-shirts, chandails, vestes et chemises, selon le bon ratio à 8 semaines de vente, quel devrait être mon pouvoir d'achat pour chacune de ces catégories. On est rendu, une fois que vous avez déterminé que, par exemple, si dans vos t-shirts, chandails, vestes, vous voulez acheter 95, 75, 35 000, maintenant, on veut savoir avec combien de modèles, combien de t-shirts, si on veut, je vais être capable de faire ça. Je sais, en fait, je ne sais pas si on vous l'avait mentionné, mais je vais prendre les questions en cours de route parce qu'on passe quand même à travers plusieurs contenus différents. Puis je veux juste être certain que lorsqu'on répond à ces questions-là, qu'on ne se rappelle plus à quelle diapositive j'étais. Donc, je viens de voir en fait une question popée dans le chat d'Anthony Rioux qui est super pertinent. Je me demande, avec le contexte économique précaire en ce moment, comment peut-on ajuster nos prévisions de manière prudente? Donc, c'est vraiment, vraiment une excellente question, Anthony. Puis celle-là, par contre, je vais me permettre de la garder parce que je sais que ça s'en vient dans une diapositive éventuellement. Donc, assez rapidement, je vais discuter de comment on peut essayer d'apporter des nouvelles stratégies pour être certain qu'on n'est pas en rupture ou en rupture de stock ou en surplus. Donc, allons-y. Je vais continuer. Je vais continuer ma présentation. Donc, voilà. OK, je t'ai rendu à planifier l'assortiment idéal. Donc, c'est ça. Une fois qu'on a déterminé, parfait, ma catégorie de t-shirt, je veux 95 000 j'ai 95 000 $ à dépenser. Je le dépense comment? Moi, j'ai toujours une petite règle un peu une règle que je veux respecter. Puis, en fait, c'est vraiment pour éliminer le risque, c'est de dire qu'on va utiliser seulement 5 % de mon budget en produits de test. Puis, pour faire un petit parallèle aussi avec la question d'Anthony, on est dans un moment où la situation, justement, est précaire. On est dans une récession. Combien exactement mes clients ont envie de dépenser? Leur portefeuille est un petit peu plus serré que normalement. Donc, de garder ce ratio-là, donc de dire de 70 % de mon budget va être des produits volume. Qu'est-ce que j'entends par produits volume? C'est des produits qui sont prouvés. C'est quelque chose que vous avez déjà essayé dans le passé et qui a été prouvé que ça fonctionnait chez vous. Ensuite, 25 % vous pouvez l'utiliser pour des produits qui sont plus tendance, innovants ou fashion.
Donc, c'est le moment de venir un petit peu se gâter avec des couleurs qui peuvent être plus différentes, un print, une matière qui va être différente. Ou bien, ça peut être de rester dans la même catégorie de produits. Par exemple, un pantalon cargo. Donc, de dire, normalement, je sais que mes pantalons, c'est 50 de ma business, mais on va venir introduire une différente catégorie de produits ou un différent modèle de fauteuil, mais ça reste quand même dans la grande catégorie que vous avez déjà testé. Finalement, le 5 de produits test, on parle ici d'une catégorie de produits que vous n'avez jamais eu avant. Vous n'avez aucun historique de vente. Vous ne savez pas du tout comment que votre client va réagir. Donc, de suivre ça, on élimine le risque. Vous êtes vraiment plus certain d'arriver avec des résultats de vente à la fin de l'année. Selon moi, puis vous l'avez vu, peut-être que j'aurais pu vous le mentionner un peu plus tôt, mais ce que je trouve qui est très, très important, c'est de préparer son plan d'assortiment au complet en début de saison ou en début d'année. Comme ça, on évite qu'à chaque mois, quand on fait, par exemple, des bons d'achat à notre fournisseur, qu'on arrive avec des mauvaises surprises puis que finalement, on est en train de trop surpasser notre budget. Donc, c'est vraiment de dire, mon budget, c'est quoi pour mes t-shirts, mes pantalons, peu importe la catégorie de produits. Vous m'excuserez, j'utilise vraiment souvent des exemples dans le vêtement, mais j'imagine que vous êtes tous capables de relate avec ça. Puis, en fait, c'est ça, c'est de savoir à l'avance, de vous préparer un plan de travail à l'avance, de dire dans mes t-shirts, quel type de modèle je veux, quelle couleur je vais les avoir. Puis même si on ne les achète pas immédiatement, puis c'est des achats qui vont seulement être, par exemple, dans 6 mois pour Noël, on le sait quand même déjà à l'avance, au moins 90-95 qu'est-ce qui va être acheté. Puis on est capable ensuite de s'assurer que ça s'équilibre avec mon budget avant même de faire les achats. Donc, de planifier l'assortiment idéal. Si on utilise exactement le même exemple que tout à l'heure, j'avais 95 000 à dépenser en t-shirt, 75 000 en chandail, on est capable de dire, je le veux combien de différents styles pour cette catégorie-là, à quel prix, en moyenne, je vais les détailler. Donc, ça me donne quelle profondeur. La profondeur, c'est la quantité au final d'achat par produit. Donc, c'est en moyenne, je vais avoir 30 t-shirts, que à chaque t-shirt, je vais seulement avoir 80 unités disponibles pour ce t-shirt-là. Donc, la profondeur, c'est votre pouvoir d'achat divisé par votre nombre de styles, divisé par votre prix. Vous pouvez faire un petit peu la même chose. Si vous savez que, par exemple, votre fournisseur a des minimums, donc un minimum de profondeur. Si vous savez que vous ne pouvez jamais acheter en bas de 100, 100 peut devenir votre cible. Votre prix, vous savez que c'est 39 $. Donc, plutôt, c'est votre nombre de styles que vous pourriez, qui serait votre inconnu à ce moment-là, que vous pourriez tenter de déterminer combien finalement de modèles je vais faire si je veux des t-shirts à 39$ puis que mon fournisseur me demande toujours des minimums de 100. Une autre chose, en fait, qui va être super intéressante d'analyser, c'est le prix de vente de votre produit. Comme là, tout à l'heure, dans l'exemple dernier, je disais, je veux que mon t-shirt soit à 39 $. Et si j'avais visé des t-shirts à 10 $, bien, j'aurais vraiment pu m'en permettre beaucoup plus. Donc, c'est un petit peu l'exemple que j'essaie de donner ici. C'est 3 scénarios avec les 3 mêmes produits, mais avec 3 stratégies de prix différentes. Si, par exemple, dans mon exemple 3 ici, j'ai un soulier que je veux vendre à 300 $. Donc, pour respecter mon budget d'achat de 46 350, je peux seulement en acheter 50 unités. Dans mon exemple du milieu, si je veux vendre mon soulier environ à 88 $, je peux m'en permettre 150. Puis si je veux vendre mon produit plutôt à 49 $, avec une stratégie qui est beaucoup plus abordable, je peux me permettre encore plus d'unités. Pourquoi? Parce que, un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, le client, il y a toujours un budget en dollars. Il y a de l'argent prédéterminé dans son portefeuille quand il s'en va magasiner. Donc, est-ce qu'il peut se permettre de sortir de votre magasin avec 5 paires de chaussures ou avec une seule paire de chaussures? Avec le même budget, plutôt. Donc, ça ici, c'est aussi une bonne méthode pour être certain qu'on est
on prend des précautions puis qu'on ne prend pas trop de risques. Donc, ça me fait penser un peu à la question d'Anthony. Si votre fournisseur peut vous livrer en moins de 60 jours, c'est vraiment, vraiment génial. Donc, profitez-en. Faites plutôt plein de petites commandes. Comme ça, vous êtes certain que vous n'allez pas rester prêt avec trop de stock. Vous testez votre clientèle aussi. Donc, faites plein de petites commandes plutôt qu'une seule grosse commande. Si, bien sûr, votre fournisseur prend 12 mois à vous livrer, vous n'aurez pas le choix d'avoir une seule grosse commande pour être capable de vendre tout au long de l'année. Ou, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est plusieurs commandes, mais que vous le savez un an à l'avance que vous allez faire. 50 de votre commande, par exemple, en janvier et l'autre 50 en juin. Par contre, ce n'est pas toutes les compagnies, ce n'est pas toutes les usines qui acceptent là, de séparer un bon d'achat en deux. Puis, de cette façon-là, on accélère le cycle de vie d'un produit, mais on s'assure aussi qu'on teste notre marché puis qu'on n'est pas pris avec un surplus d'inventaire en entrepôt. Puis, finalement, si vos prix de vente augmentent, vos ventes en unité diminueront fort probablement. Donc, c'est un petit peu exactement le concept que j'essaie de vous montrer avec mes 3 scénarios avec les piliers. Donc, assurez-vous de bien évaluer quel prix votre client est prêt à payer pour un produit. Donc, parce qu'on a beau jongler et dire, par exemple, que j'ai un budget de 50 000, ça veut dire que je peux autant vendre un produit à 39 qu'à 300 $. C'est un peu faux. Peut-être que vous avez construit une réputation autour de votre brand où vous êtes capable, vous pouvez vous permettre de vendre un produit à 300 $. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez juste, en fait, tuer votre produit. Peut-être que votre type de commerce, votre client est habitué, chez vous, c'est plutôt un produit à 50 $ qui est prêt à payer. Ça, vous devriez normalement être capable de le savoir. Puis si c'est difficile pour vous encore de savoir mon client est prêt à payer quel prix, bien, faites des tests de prix dans votre magasin, puis analysez les prix chez la compétition pour un produit qui est similaire. Faire des tests de prix, c'est quand même assez simple, c'est d'analyser vos ventes sur une période X pour un produit qui était à un prix 1, puis analyser la même période, mais pour un prix 2. Fait que vous pouvez quand même tester, pas sur tous vos produits, mais sur, par exemple, un seul produit ou deux, de dire celui-là, écoute, je vais le mettre à 100 $, celui-là, je vais le mettre à 50 $. Je vais regarder comment ma clientèle a réagi. Puis, finalement, pour être certain, en fait, qu'on est toujours bien assorti en magasin, il y a plusieurs systèmes des ERP qui vous permettent d'enregistrer des min-max. Donc, je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec ce concept-là. Le min-max, c'est que votre système, si vous avez des produits, en fait, qui sont produits, qui sont permanents, donc que vous ne voulez jamais manquer tout au long de l'année, que vous faites toujours des repeats. Par exemple, dans la quincaillerie, un canac ne veut jamais manquer de vis ou de clous. Donc, il va probablement avoir rentré dans la fiche de son produit que ses boîtes de 100 clous, il veut toujours en avoir un minimum de 50 par magasin. Mais ça, c'est des min-max qui sont fixes. Souvent, les systèmes nous permettent seulement de mettre des min-max qui sont fixes. Moi, ce que souvent j'apporte dans les rapports que j'utilise, c'est des min-max qui sont dynamiques. Donc, un min-max, un minimum, en fait, c'est un synonyme d'un stock de sécurité. Par exemple, comme dans mon exemple des clous et des vis, si on ne veut jamais avoir en bas de 50 boîtes de vis par magasin, c'est mon stock de sécurité. Mais si mon 50, il peut être pas assez élevé en août, puis vraiment trop élevé en janvier. Donc, c'est vraiment intéressant d'amener une couche, encore une fois, de plus de précision, puis d'avoir un stock de sécurité qui s'ajuste selon les tendances des ventes de semaines à venir, selon la périodicité de mon année. Parce que ce n'est pas vrai qu'à chaque mois, je vends la même quantité. On a vraiment des périodes mortes, comme par exemple, au mois d'octobre, au mois de janvier, normalement, c'est des mois qui sont assez morts. Là, ensuite, par exemple, l'été, ça peut être la saison de la construction. Donc, on va pouvoir augmenter ce minimum-là, peut-être être toujours à 100 par magasin. Puis en janvier, finalement, on va être juste à 20 par magasin. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible d'automatiser. Ce que je vous dis là, en fait, bien sûr, ce n'est pas de repasser mois par mois sur votre stock de sécurité pour chacun des produits. Ça serait vraiment interminable. C'est quelque chose que vous pouvez simplement automatiser en fait des calculs d'historique d'inventaire, d'historique des ventes passées.
Finalement, je vais continuer. Je sais que on avait à peu près 1 heure. Je vais peut-être un petit peu déborder. Donc, on termine avec quelques recommandations. La prise de rabais ne devrait jamais être émotive. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes très, très attachés avec vos produits, surtout si vous êtes designer et que c'est vous qui l'avez conçu. Ça peut être un petit peu crève-cœur de se dire, hey, finalement, il faut que je fasse 50 de rabais. Est-ce que ça dévalue la valeur de mon produit? Si tout est bien prévu à l'avance, non, ça ne dévalue pas. Tous les compétiteurs, toute la compétition fait des rabais à certaines périodes et c'est vraiment normal. Donc, ne pas mêler ses émotions avec ça parce que c'est le moment où vous allez vous dire, ah, je ne suis pas prêt à diminuer à mettre un rabais sur mon produit, mais c'est le moment aussi où vous restez pris avec peut-être un peu trop d'inventaire. Toujours planifier vos achats avec les ventes brutes et les inventaires à plein prix, ça, je vous l'avais déjà mentionné. Donc, jamais faire seulement son budget d'achat en unité. Ça peut vous rattraper, surtout dans le contexte aujourd'hui où les prix augmentent de plus en plus, puis que le client est de plus en plus sensible au prix. Donc, essayez de faire vos budgets d'achat et vos budgets de vente en dollars. Si vous vendez des articles saisonniers, vous avez un taux résiduel de 5 à une période prédéterminée. Ce que j'entends par là, c'est que normalement, c'est pratiquement impossible de vendre 100 de ce que vous avez acheté. Il va toujours y avoir certaines variantes, certaines couleurs, certaines tailles qui ne se vendent pas à la fin. Mais somme toute, s'il vous reste uniquement 5 de ce que vous avez acheté, c'est vraiment une grande réussite. Puis là, en fait, c'est un exemple qui, dans ce cas-ci, ne se prête pas, par exemple, aux boîtes de vis dans un Canac, mais plutôt, par exemple, chez Canac, à des chaises longues d'été. Donc, ils veulent absolument avoir vendu toutes leurs chaises longues d'été à la fin septembre. Donc, si eux, ils ont 5 qui leur est resté à la fin de l'année, étendu sur tous les magasins, pour eux, c'est une grande réussite. Utilisez 5 de votre budget d'achat pour faire des tests de marché. Bon, finalement, je vous l'avais déjà mentionné un peu plus tôt. Devancer vos arrivages permet une augmentation de votre marge finale. Donc, soyez quand même attentif à encore une fois, à la demande de votre client, mais votre client, il veut quel produit, puis à quel moment il le veut. Puis, vous pouvez essayer de changer un petit peu vos méthodes, donc vos périodes d'achat. Si vous êtes toujours habitué de faire arriver une catégorie de produits en janvier ou en février, testez peut-être de le devancer un peu. Est-ce que vous êtes en train de manquer des opportunités à certains moments? Des fois, vous vous en rendez pas compte, mais votre client, finalement, il serait prêt 1 mois, 2 mois plus tôt à acheter cette catégorie de produits-là. C'est petit exemple que je pourrais vous donner. Quand j'ai travaillé, par exemple, chez Surimini, les mamans étaient prêtes à acheter les habits de neige de leurs enfants en juillet. Donc, il fallait absolument qu'on sorte des habits de neige en juillet. Si arrivait, par exemple, juste à la fin août ou début septembre, on pouvait perdre énormément d'opportunités et de ventes. Donc, c'était quand même assez curieux, mais il y a quand même quelqu'un qui a dû réfléchir à un moment donné à dire, ah, je vais essayer de faire devancer mes arrivages d'habits de neige d'un mois, d'un autre mois, puis à un moment donné, vous dites, crème, finalement, je suis capable de vendre 20-30 des habits de neige en juillet. Donc, c'est des mamans qui sont vraiment à l'avance et préparées, mais je trouvais ça quand même assez rigolo de vous partager ça. Peut-être que dans votre cas, vous avez d'autres exemples qui vous viennent en tête qui sont plus appropriés à votre industrie. Puis, finalement, assurez-vous que vos produits en rabais sont mis en valeur sur votre site web. Ça a été quand même assez prouvé dans plusieurs compagnies dans lesquelles j'étais. Les rabais fonctionnent vraiment, vraiment très bien en ligne. Si vous êtes habitué, par exemple, dans une période de promotion, dans une période régulière, pardon, de vendre à peu près, disons, 50 en magasin, 50 sur le site web, bien, il y a de fortes chances que quand vous êtes en grosse période de rabais, que vous êtes plutôt 75 sur le web et 25 en magasin. Finalement, les conséquences d'un produit qui serait en retard. Il y a une petite statistique qui est un peu effrayante, mais qui prouve simplement qu'il faut vraiment anticiper et être certain qu'on ne manque jamais de stock. C'est que 75 des clients vont magasiner ailleurs parce que le produit n'est pas disponible dans un magasin. On fait face à une clientèle qui est de moins en moins fidèle. Donc, plus il y a de la compétition,
plus le client, ça ne lui dérange pas, il rentre dans un canal, il n'y a pas ce que je veux, il va aller chez Renault Dépôt, il va aller chez Canadian Tire. Donc, vous comprenez un peu le concept. Le client est tout dépendant de la catégorie de produit, mais il est de moins en moins fidèle justement à une marque ou à un magasin particulier. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête. Puis, le fait que 75 des clients aillent ailleurs lorsque vous êtes en rupture de stock ou que votre produit est en retard, c'est que ça représente environ 10 du chiffre d'affaires pour une compagnie qui est perdue année après année. Donc, en ayant des outils d'achat qui sont automatisés, qui se réajustent selon les tendances, selon la saisonnalité et la périodicité de votre produit, c'est possible d'aller chercher au moins un 8 supplémentaire de vente pour donc, c'est les opportunités manquantes qu'on vient récupérer. Donc, moi, j'ai terminé pour ce qui est de mon contenu pour le webinaire, mais je voulais quand même continuer avec vous, juste vous expliquer un peu plus en détail ce que fait Lila, donc ma compagnie. Moi, je veux faire valoir le rôle crucial que joue la planification des achats dans une entreprise et c'est quoi son impact direct sur sa rentabilité. J'ai trouvé que la formation académique pour le métier de planificateur d'achat est quasi inexistante. Et le but est d'élever le niveau de connaissance et l'expertise de ceux qui jouent ce rôle-là dans les compagnies. Donc, il y a beaucoup de cours qui se donnent, par exemple, au Cégep ou à l'université, qui sont en approvisionnement. Puis tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu la différence. Approvisionnement, chaîne logistique, transport. Moi, je ne joue pas vraiment dans ces eaux-là. Je fais vraiment plus même au niveau financier du début, la préparation, savoir exactement qu'est-ce que mon client veut, l'analyse des ventes, les prévisions de vente, décortiquer son budget d'achat. C'est quelque chose que je n'ai jamais étudié à l'université, donc je l'ai étudié en compagnie. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup de compagnies qui peuvent gagner d'avoir cette expertise-là, cette mise à niveau-là. Donc, moi, ce que j'offre, c'est des outils de gestion de stock pour commerce de détail. Puis, j'aime bien dire que c'est pour des acheteurs, mais que ça a été créé par des acheteurs. Il y a plusieurs business, plusieurs solutions qui s'offrent sur le marché en ce moment qui, je trouve, n'ont pas vraiment la vision d'un acheteur. Ça a peut-être plus été développé par des programmeurs ou d'autres postes comme ça que ça paraît qu'ils n'ont jamais mis les deux mains en fait à la porte. Donc, c'est vraiment un gros avantage que j'ai. Puis mon mandat est de vous aider à prendre des décisions qui sont calculées, d'analyser l'impact de vos actions avant de les mettre en œuvre. Donc, j'offre à peu près 50 de ce que j'offre, moi, c'est du coaching, de la consultation. L'autre 50 c'est des outils, un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand je fais mon programme de consultation, ça débute toujours par une analyse de vos opérations. C'est toujours vraiment 100% adapté à votre réalité. Puis, finalement, dans les outils, on a beaucoup parlé aujourd'hui de l'open to buy. C'est quelque chose que j'offre donc, c'est quelque chose que j'offre et qui est automatisé, directement connecté avec vos données. Donc, on parle ici d'une économie d'au moins, c'est ça, 50 à 80 des heures qui sont passées par semaine à créer des rapports, les analyser, extraire les données, copier-coller, faire des tableaux croisés dynamiques. Il y en a qui traitent sur Excel, il y en a qui c'est un petit peu moins leur tasse de thé. Donc, l'open to buy. Ensuite, on a, par exemple, l'analyse aux produits, qui est un zoom sur chaque produit, leur performance, de savoir comment que ça a été, par exemple, ici, mes ventes des 5 dernières semaines, mes ventes à 4, mes ventes à 8 semaines. Donc, ça nous permet de faire des top flops qui sont vraiment automatisés. Les ratios par grandeur automatisés. Pouvez-vous vous imaginer par grandeur ou même par couleur, mais c'est du temps ici qui peut vraiment, vraiment être perdu dans une semaine à être calculé pour chaque produit, pour chaque catégorie de produits, combien je devrais acheter en XL, small, medium, large, X large. Donc, ça, c'est vraiment de venir l'automatiser encore une fois avec une analyse quand mon produit n'est pas en rupture de stock, quelle taille se vend le mieux. Ensuite, je suis capable de faire des tableaux de bord, des reporting pour faire des zooms et des focus sur quelle catégorie de produit est la meilleure.
et quelle catégorie de produits je devrais me réapprovisionner rapidement. Par exemple, ici, on voit que le deadline de rachat pour une catégorie de produits, ici, on voit la date, donc ça permet quand même de bien faire son horaire de travail et de dire, oh, OK, aujourd'hui, il faut vraiment que je rachète telle catégorie parce que je vais bientôt en manquer. Puis, encore une fois, ça l'anticipe ce qui est le temps de livraison des fournisseurs, votre stock de sécurité qui va être dynamique selon la période de l'année. Donc, je suis disponible présentement pour toute question ou commentaire. Si jamais vous n'en avez pas présentement, je suis disponible. J'ai vu, en fait, on a mis mon adresse courriel dans les commentaires. OK, ici, je vais aller voir. On a une question de Michel. OK. Un article dans les médias cette semaine notait une diminution dans le souci d'achat local chez les Québécois. Avez-vous l'impression que l'inflation risque de mettre au second plan ce type d'achat et inciter les consommateurs à penser à leur portefeuille avant tout? Je vous dirais que oui. Moi, je suis d'accord qu'aujourd'hui, puis si je me fie juste avec ma propre consommation, cette année, c'est l'année où j'ai le moins magasiné, par exemple, depuis vraiment longtemps, mais j'arrête pas non plus de dépenser dans ce qui est le plus important. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a peut-être certaines industries qui ne vendent pas, par exemple, encore une fois, c'est vraiment propre à chacun, mais le client ne va jamais arrêter de consommer ce qui lui fait le plus plaisir. Donc, d'autant plus peut-être que ce qui pourrait être pertinent dans sa compagnie, c'est de s'assurer que la base, donc le 60, si on se rappelle un petit peu ma règle de base, c'est 70 de volume, donc ce que je sais que mon client est toujours prêt à acheter, qu'on n'en manque pas. Donc, puis c'est peut-être le moment, en fait, à ce moment-là, de diminuer la proportion de notre budget d'achat qui est dédié à des tests, puis à des tests, à des nouveaux produits, des produits qu'on n'a aucune idée comment que ça va fonctionner. C'est vraiment le moment de se dire et d'être conscient qu'il faut diminuer absolument ces achats-là. Parce qu'en effet, on a quand même affaire avec une clientèle qui a un petit peu moins de budget, donc on ne sait pas encore comment qu'elle réagit. Diminuer simplement vos achats, quitte à faire une deuxième, troisième commande dans l'année, mais ça peut être vraiment une belle méthode pour être certain que vous ne vous retrouvez pas avec un surplus d'inventaire qui prend la poussière et que finalement vous ne serez pas capable de vendre, qui paralyse votre cash flow là, un peu. Fait que ce serait peut-être ma petite suggestion. Mais écoutez, moi, je sais que ça peut faire peur, mais le client n'est quand même, c'est pas si, je pense que c'est pas si pire que ça non plus au niveau de la consommation. On se retrouve, ce qui est un petit peu, ce qui peut porter à confusion en ce moment, c'est que pendant la pandémie, il y a certaines industries qui ont vraiment, vraiment très bien fonctionné sur le web, que les ventes ont vraiment explosé, tout dépendant de votre industrie. Donc, on a l'impression en ce moment, peut-être dans certains commerces, que les ventes ont diminué, mais on se retrouve peut-être plus sur des ventes comme en 2018-2019. Donc, oui, ça peut sembler comme une diminution peut-être en ce moment, mais vous êtes probablement quand même en augmentation par rapport à votre année 2019, qui est l'année avant pandémie. Donc, essayez de vous fier peut-être à cette courbe et à cette tendance d'achat-là que les clients avaient dans votre commerce. Est-ce qu'on avait d'autres questions? C'est le moment de les poser, effectivement. Marie-Catherine, c'est vraiment un bon insight là, de se dire que la tendance de 2020-2021, pendant la pandémie, on est beaucoup plus dans le retour à la normale. Donc, ben, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, on semble avoir répondu là, à toutes vos interrogations. Manifestement, la présentation est extrêmement claire, vraiment pertinente, surtout dans le contexte actuel, hein, on l'a mentionné. Donc,
évidemment, on va partager la présentation. Il y aura une réécoute aussi. Et on vous envoie toujours un petit sondage pour connaître votre intérêt sur les prochains sujets, puis le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Merci énormément, Marie-Catherine, pour cette présentation, puis pour ces astuces aussi. Donc, on vous souhaite une bonne journée, puis on vous revoit en fait là, lors d'une prochaine présentation. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Bye bye.